Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Thérèse Raquin d'Émile Zola. Et nous en étions au chapitre 6. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Parfois, elle passait ses bras au cou de Laurent. Elle se traînait sur sa poitrine et d'une voix encore haletante. « Oh, si tu savais, disait-elle, combien j'ai souffert. J'ai été élevée dans l'humidité tiède de la chambre d'un malade. Je couchais avec Camille la nuit. Je m'éloignais de lui, écœurée par l'odeur fade qui sortait de son corps. Il était méchant et entêté. Il ne voulait pas prendre les médicaments que je refusais de partager avec lui. Pour plaire à ma tante, je devais boire de toutes les drogues. Je ne sais comment je ne suis pas morte. Ils m'ont rendue laide, mon pauvre ami. Ils m'ont volé tout ce que j'avais. Et tu ne peux m'aimer comme je t'aime. » Elle pleurait. Elle embrassait Laurent. Elle continuait avec une haine sourde. « Je ne leur souhaite pas de mal. Ils m'ont élevée. Ils m'ont recueillie et défendue contre la misère. Mais j'aurais préféré l'abandon à leur hospitalité. J'avais des besoins cuisants de grand air. Toute petite, je rêvais de courir les chemins, les pieds nus dans la poussière, demandant l'aumône, vivant en bohémienne. On m'a dit que ma mère était fille d'un chef de tribu en Afrique. J'ai souvent songé à elle. J'ai compris que je lui appartenais, par le sang et les instincts. J'aurais voulu ne la quitter jamais et traverser les sables, pendue à son dos. Ah, quelle jeunesse! J'ai encore des dégoûts et des révoltes, mais lorsque je me rappelle les longues journées que j'ai passées dans la chambre où râlait Camille, j'étais accroupie devant le feu, regardant stupidement bouillir les tisanes, sentant mes membres se roidir, et je ne pouvais bouger. Ma tante grondait quand je faisais du bruit. Plus tard, j'ai goûté des joies profondes dans la petite maison du bord de l'eau. Mais j'étais déjà abétie, je savais à peine marcher. Je tombais lorsque je courais. Puis on m'a enterrée toute vive dans cette ignoble boutique. Thérèse respirait fortement. Elle serrait son amant à plein bras. Elle se vengeait. Et ses narines minces et souples avaient de petits battements nerveux. « Tu ne saurais croire, reprenait-elle, combien ils m'ont rendue mauvaise. Ils ont fait de moi une hypocrite et une menteuse. Ils m'ont étouffée dans leur douceur bourgeoise. Et je ne m'explique pas comment il y a encore du sang dans mes veines. J'ai baissé les yeux. J'ai eu comme eux un visage morne et imbécile. J'ai mené leur vie morte. Quand tu m'as vue, n'est-ce pas, j'avais l'air d'une bête. J'étais grave, écrasée, abrutie. Je n'espérais plus rien. Je songeais à me jeter un jour dans la Seine. Mais avant cet affaissement, que de nuits de colère. Là-bas, à Vernon, dans ma chambre froide, je mordais mon oreiller pour étouffer mes cris. Je me battais et je me traitais de lâche. Mon sang me brûlait et je me serais déchiré le corps. À 2 reprises, j'ai voulu fuir, aller devant moi, au soleil. Le courage m'a manqué. Ils avaient fait de moi une brute, docile, avec leur bienveillance molle et leur tendresse écœurante. Alors j'ai menti toujours. Je suis restée là, toute douce, toute silencieuse, rêvant de frapper et de mordre. La jeune femme s'arrêtait, essuyant ses lèvres humides sur le cou de Laurent. Elle ajoutait après un silence, « Je ne sais plus pourquoi j'ai consenti à épouser Camille. Je n'ai pas protesté, par une sorte d'insouciance dédaigneuse. Cet enfant me faisait pitié. Lorsque je jouais avec lui, je sentais mes doigts s'enfoncer dans ses membres comme dans de l'argile. Je l'ai pris parce que ma tante me l'offrait et que je comptais ne jamais me gêner pour lui. Et j'ai retrouvé dans mon mari le petit garçon souffrant avec lequel j'avais déjà couché à 6 ans. Il était aussi frêle, aussi plaintif, et il avait toujours cette odeur fade d'enfant malade qui me répugnait tant jadis. Je te dis tout cela pour que tu ne sois pas jaloux. Une sorte de dégoût me montait à la gorge. Je me rappelais les drogues que j'avais bues, et je m'écartais. Et je passais des nuits terribles, mais toi... Et Thérèse se redressait, se pliait en arrière.
les doigts pris dans les mains épaisses de Laurent. Regardant ses larges épaules, son cou énorme. « Toi, je t'aime. Je t'ai aimé le jour où Camille t'a poussé dans la boutique. Tu ne m'estimes peut-être pas, parce que je me suis livrée tout entière en une fois. Vrai, je ne sais comment cela est arrivé. Je suis fière. Je suis emportée. J'aurais voulu te battre le premier jour quand tu m'as embrassée et jeté par terre dans cette chambre. J'ignore comment je t'aimais. Je te haïssais plutôt. Ta vue m'irritait, me faisait souffrir. Lorsque tu étais là, mes nerfs se tendaient à se rompre. Ma tête se vidait. Je voyais rouge. Oh, que j'ai souffert. Et je cherchais cette souffrance. J'attendais ta venue. Je tournais autour de ta chaise pour marcher dans ton haleine, pour traîner mes vêtements le long des tiens. Il me semblait que ton sang me jetait des bouffées de chaleur au passage, et c'était cette sorte de nuée ardente dans laquelle tu t'enveloppais, qui m'attirait et me retenait auprès de toi, malgré mes sourdes révoltes. Tu te souviens quand tu peignais ici? Une force fatale me ramenait à ton côté. Je respirais ton air avec des délices cruelles. Je comprenais que je paraissais quêter des baisers. J'avais honte de mon esclavage. Je sentais que j'allais tomber si tu me touchais. Mais je cédais à mes lâchetés. Je grelottais de froid, en attendant que tu voulusses bien me prendre dans tes bras. Alors Thérèse se taisait, frémissante, comme orgueilleuse et vengée. Elle tenait Laurent ivre sur sa poitrine, et dans la chambre nue et glaciale se passaient des scènes de passion ardente, d'une brutalité sinistre. Chaque nouveau rendez-vous amenait des crises plus fougueuses. La jeune femme semblait se plaire à l'audace et à l'impudence. Elle n'avait pas une hésitation, pas une peur. Elle se jetait dans l'adultère avec une sorte de franchise énergique, bravant le péril, mettant une sorte de vanité à le braver. Quand son amant devait venir, pour toute précaution, elle prévenait sa tante qu'elle montait se reposer. Et quand elle était là, elle marchait, parlait, agissait carrément sans songer jamais à éviter le bruit. Parfois, dans les commencements, Laurent s'effrayait. « Bon Dieu, disait-il tout bas à Thérèse, ne fais donc pas tant de tapage. Madame Raquin va monter. »« Bah, répondait-elle en riant. Tu trembles toujours, elle est clouée derrière son comptoir. Que veux-tu qu'elle vienne faire ici? Elle aurait trop peur qu'on ne la volât. Puis après tout, qu'elle monte si elle veut. Tu te cacheras. Je me moque d'elle, je t'aime. » Ces paroles ne rassuraient guère Laurent. La passion n'avait pas encore endormi sa prudence sournoise de paysan. Bientôt, cependant, l'habitude lui fit accepter, sans trop de terreur, les hardiesses de ces rendez-vous donnés en plein jour dans la chambre de Camille, à 2 pas de la vieille mercière. Sa maîtresse lui répétait que le danger épargne ceux qui l'affrontent en face, et elle avait raison. Jamais les amants n'auraient pu retrouver en lieu sûr que cette pièce où personne ne serait venu les chercher. Ils y contentaient leur amour, dans une tranquillité incroyable. Un jour, pourtant, Madame Raquin monta, craignant que sa nièce ne fût malade. Il y avait près de 3 jours que la jeune femme était en haut. Elle poussait l'audace jusqu'à ne pas fermer le verrou de la porte de la chambre qui donnait dans la salle à manger. Lorsque Laurent entendit les pas lourds de la vieille mercière montant les escaliers de bois, il se troubla. Il chercha fiévreusement son gilet, son chapeau. Thérèse se mit à rire de la singulière mine qu'il faisait. Elle lui prit le bras de force, le courba au pied du lit, dans un coin, et lui dit d'une voix basse et calme, « Tiens-toi là, ne remue pas. » Elle jeta sur lui les vêtements d'homme qui traînaient et étendit sur le tout un jupon blanc qu'elle avait retiré. Elle fit ces choses avec des gestes lestes et précis, sans rien perdre de sa tranquillité. Puis elle se coucha, échevelée, demi-nue, encore rouge et frissonnante. Madame Raquin ouvrit doucement la porte et s'approcha du lit en étouffant le bruit de ses pas. La jeune femme feignait de dormir. Laurent suait sous le jupon blanc. « Thérèse, demanda la mercière avec sollicitude, « es-tu malade, ma fille ?» Thérèse ouvrit les yeux, bâilla.
se retourna et répondit d'une voix dolente qu'elle avait une migraine atroce. Elle supplia sa tante de la laisser dormir. La vieille dame s'en alla comme elle était venue, sans faire de bruit. Les deux amants, riant en silence, s'embrassèrent avec une violence passionnée. « Tu vois bien, dit Thérèse triomphante, que nous ne craignons rien ici. Tous ces gens-là sont aveugles. Ils n'aiment pas. » Un autre jour, la jeune femme eut une idée bizarre. Parfois, elle était comme folle, elle délirait. Le chat tigré, François, était assis sur son derrière, au beau milieu de la chambre. Grave, immobile, il regardait de ses yeux ronds les deux amants. Il semblait les examiner avec soin, sans cligner les paupières, perdu dans une sorte d'extase diabolique. « Regarde donc François, dit Thérèse à Laurent. On dirait qu'il comprend et qu'il va ce soir tout conter à Camille. Dis, ce serait drôle s'il se mettait à parler dans la boutique un de ces jours. Il sait de belles histoires sur notre compte. » Cette idée que François pourrait parler amusa singulièrement la jeune femme. Laurent regarda les grands yeux verts du chat et sentit un frisson lui courir sur la peau. « Voici comment il ferait, reprit Thérèse. Il se mettait debout, en me montrant d'une patte, te montrant de l'autre, et s'écrierait « Monsieur et Madame s'embrasseraient fort dans la chambre. Ils ne se sont pas méfiés de moi, mais comme leur amour criminel me dégoûte, je vous prie de les faire mettre en prison tous les deux. Ils ne troubleront plus ma sieste. » Thérèse plaisantait comme un enfant. Elle mimait le chat. Elle allongeait les mains en façon de griffes. Elle donnait à ses épaules des ondulations félines. François, gardant une immobilité de pierre, la contemplait toujours. Ses yeux seuls paraissaient vivants. Et il y avait dans les coins de sa gueule 2 plis profonds qui faisaient éclater de rire cette tête d'animal empaillé. Laurent se sentait froid aux os. Il trouva ridicule la plaisanterie de Thérèse. Il se leva et mit le chat à la porte. En réalité, il avait peur. Sa maîtresse ne le possédait pas encore entièrement. Il restait, au fond de lui, un peu de ce malaise qu'il avait éprouvé sous les premiers baisers de la jeune femme. Chapitre 8. Ce soir, dans la boutique, Laurent était parfaitement heureux. D'ordinaire, il revenait du bureau avec Camille. Madame Raquin s'était prise pour lui d'une amitié maternelle. Elle le savait gêné, mangeant mal, couchant dans un grenier, et lui avait dit une fois pour toutes que son couvert serait toujours mis à leur table. Elle aimait ce garçon, de cette tendresse bavarde que les vieilles femmes ont pour les gens qui viennent de leur pays, apportant avec eux des souvenirs du passé. Le jeune homme usait largement de l'hospitalité. Avant de rentrer, au sortir du bureau, il faisait avec Camille un bout de promenade sur les quais. Tous deux trouvaient leur compte à cette intimité. Ils s'ennuyaient moins, ils flânaient en causant. Puis ils se décidaient à venir manger la soupe de Madame Raquin. Laurent ouvrait en maître la porte de la boutique. Il s'asseyait à califourchon sur les chaises, fumant et crachant, comme s'il était chez lui. La présence de Thérèse ne l'embarrassait nullement. Il traitait la jeune femme avec une rondeur amicale. Il plaisantait, lui adressait des galanteries banales, sans qu'un pli de sa face bougeât. Camille riait, et comme sa femme ne répondait à son ami que par des monosyllabes, il croyait fermement qu'ils se détestaient tous deux. Un jour même, il fit des reproches à Thérèse sur ce qu'il appelait sa froideur pour Laurent. Laurent avait deviné juste. Il était devenu l'amant de la femme, l'ami du mari, l'enfant gâté de la mère. Jamais il n'avait vécu dans un pareil assouvissement de ses appétits. Il s'endormait au fond des jouissances infinies que lui donnait la famille Raquin. D'ailleurs, sa position dans cette famille lui paraissait toute naturelle. Il tutoyait Camille sans colère, sans remords. Il ne surveillait même pas ses gestes ni ses paroles, tant il était certain de sa prudence, de son calme. L'égoïsme, avec lequel il goûtait ses félicités, le protégeait contre toute faute. Dans la boutique, sa maîtresse devenait une femme comme une autre, qu'il ne fallait point embrasser et qui n'existait pas pour lui. S'il ne l'embrassait pas devant tous, c'est qu'il craignait de ne pouvoir revenir. Cette seule conséquence l'arrêtait. Autrement, il se serait parfaitement moqué de la douleur de Camille et de sa mère. Il n'avait point conscience de ce que la découverte de sa liaison pouvait
pourrait amener. Il croyait agir simplement, comme tout le monde aurait agi à sa place, en homme pauvre et affamé. De là, ses tranquillités béates, ses audaces prudentes, ses attitudes désintéressées et goguenardes. Thérèse, plus nerveuse, plus frémissante que lui, était obligée de jouer un rôle. Elle le jouait à la perfection, grâce à l'hypocrisie savante que lui avait donnée son éducation. Pendant près de 15 ans, elle avait menti, étouffant ses fièvres, mettant une volonté implacable à paraître morne et endormie. Il lui coûtait peu de poser sur sa chair ce masque de morte qui glaçait son visage. Quand Laurent entrait, il la trouvait grave, rechignée, le nez plus long, les lèvres plus minces. Elle était laide, revêche, inabordable. D'ailleurs, elle n'exagérait pas ses effets, elle jouait son ancien personnage, sans éveiller l'attention par une brusquerie plus grande. Pour elle, elle trouvait une volupté amère à tromper Camille et Madame Raquin. Elle n'était pas comme Laurent, affaissée dans le contentement épais de ses désirs. Inconsciente du devoir, elle savait qu'elle faisait le mal. Et il lui prenait des envies féroces de se lever de table et d'embrasser Laurent à pleine bouche, pour montrer à son mari et à sa tante qu'elle n'était pas une bête et qu'elle avait un amant. Par moments, des joies chaudes lui montaient à la tête. Toute bonne comédienne qu'elle fût, elle ne pouvait alors se retenir de chanter, quand son amant n'était pas là et qu'elle ne craignait point de se trahir. Ces gaietés soudaines charmaient Madame Raquin, qui accusait sa nièce de trop de gravité. La jeune femme acheta des pots de fleurs et en garnit la fenêtre de sa chambre. Puis elle fit coller du papier neuf dans cette pièce. Elle voulut un tapis, des rideaux, des meubles de palissandre. Tout ce luxe était pour Laurent. La nature et les circonstances semblaient avoir fait cette femme pour cet homme et les avoir poussés l'un vers l'autre. À eux deux, la femme nerveuse et hypocrite, l'homme sanguin et vivant en brute, ils faisaient un couple puissamment lié. Ils se complétaient, se protégeaient mutuellement. Le soir, à table, dans les clartés pâles de la lampe, on sentait la force de leur union, à voir le visage épais et souriant de Laurent, en face du masque muet et impénétrable de Thérèse. C'étaient de douces et calmes soirées. Dans le silence, dans l'ombre transparente et attiédie, s'élevaient des paroles amicales. On se serrait autour de la table. Après le dessert, on causait de 1000 riens de la journée, des souvenirs de la veille et des espoirs du lendemain. Camille aimait Laurent, tant qu'il pouvait aimer, en égoïste satisfait. Et Laurent semblait lui rendre une égale affection. Il y avait entre eux un échange de phrases dévouées, de gestes serviables, de regards prévenants. Madame Raquin, le visage placide, mettait toute sa paix autour de ses enfants, dans l'air tranquille qu'ils respiraient. On eût dit une réunion de vieilles connaissances qui se connaissaient jusqu'au cœur et qui s'endormaient sur la foi de leur amitié. Thérèse, immobile, paisible comme les autres, regardait ces jolies bourgeoises, ces affaissements souriants. Et au fond d'elle, il y avait des rires sauvages. Tout son être raillait, tandis que son visage gardait une rigidité froide. Elle se disait, avec des raffinements de volupté, que quelques heures auparavant, elle était dans la chambre voisine, demi-nue, échevelée, sur la poitrine de Laurent. Elle se rappelait chaque détail de cet après-midi de passion folle. Elle les étalait dans sa mémoire. Elle opposait cette scène brûlante à la scène morte qu'elle avait sous les yeux. Comme elle trompait ces bonnes gens, et comme elle était heureuse de les tromper, avec une impudence si triomphante. Et c'était là, à 2 pas, derrière cette mince cloison, qu'elle recevait un homme. C'était là qu'elle se vautrait dans les âpretés de l'adultère. Et son amant, à cette heure, devenait un inconnu pour elle, un camarade de son mari, une sorte d'imbécile ou d'intrus dont elle ne devait pas se soucier. Cette comédie atroce, ces duperies de la vie, cette comparaison entre les baisers ardents du jour et l'indifférence jouée du soir donnait des ardeurs nouvelles au sang de la jeune femme.
Lorsque Madame Raquin et Camille descendaient, par hasard, Thérèse se levait d'un bond, collait silencieusement avec une énergie brutale ses lèvres sur les lèvres de son amant et restait ainsi, haletant, étouffant, jusqu'à ce qu'elle entendît crier le bois des marches de l'escalier. Alors, d'un mouvement leste, elle reprenait sa place et retrouvait sa grimace rectiligne. Laurent, d'une voix calme, continuait avec Camille la causerie interrompue. C'était comme un éclair de passion, rapide et aveuglant, dans un ciel mort. Le jeudi, la soirée était un peu plus animée. Laurent, qui ce jour-là s'ennuyait à mourir, se faisait pourtant un devoir de ne pas manquer une seule des réunions. Il voulait, par mesure de prudence, être connu et estimé des amis de Camille. Il lui fallait écouter les radotages de Grivet et du vieux Michaud. Michaud racontait toujours les mêmes histoires de meurtre et de vol. Grivet parlait en même temps de ses employés, de ses chefs, de son administration. Le jeune homme se réfugiait auprès d'Olivier et de Suzanne, qui lui paraissaient d'une bêtise moins assommante. D'ailleurs, il se hâtait de réclamer le jeu de domino. C'était le jeudi soir que Thérèse fixait le jour et l'heure de leur rendez-vous. Dans le trouble du départ, lorsque Madame Raquin et Camille accompagnaient les invités jusqu'à la porte du passage, la jeune femme s'approchait de Laurent, lui parlait bas, lui serrait la main. Parfois même, quand tout le monde avait le dos tourné, elle l'embrassait, par une sorte de fanfaronnade. Pendant 8 mois dura cette vie de secousses et d'apaisement. Les amants vivaient dans une béatitude complète. Thérèse ne s'ennuyait plus, ne désirait plus rien. Laurent, repu, choyé, engraissé encore, avait la seule crainte de voir cesser cette belle existence. Chapitre 9. Un après-midi, comme Laurent allait quitter son bureau pour courir auprès de Thérèse qui l'attendait, son chef le fit appeler et lui signifia qu'à l'avenir, il lui défendait de s'absenter. Il avait abusé des congés. L'administration était décidée à le renvoyer, s'il sortait une seule fois. Cloué sur sa chaise, il se désespéra jusqu'au soir. Il devait gagner son pain. Il ne pouvait se faire mettre à la porte. Le soir, le visage courroucé de Thérèse fut une torture pour lui. Il ne savait comment expliquer son manque de parole à sa maîtresse. Pendant que Camille fermait la boutique, il s'approcha vivement de la jeune femme. « Nous ne pouvons plus nous voir, lui dit-il à voix basse. Mon chef me refuse toute nouvelle permission de sortie. » Camille rentrait. Laurent dut se retirer pour donner de plus amples explications, laissant Thérèse sous le coup de cette déclaration brutale. Exaspérée, ne voulant pas admettre qu'on pût troubler ses voluptés, elle passa une nuit d'insomnie à bâtir des plans de rendez-vous extravagants. Le jeudi qui suivit, elle causa 1 minute de plus avec Laurent. Leur anxiété était d'autant plus vive qu'ils ne savaient où se rencontrer pour se consulter et s'entendre. La jeune femme donna un nouveau rendez-vous à son amant, qui lui manqua de parole une seconde fois. Dès lors, elle n'eut plus qu'une idée fixe, le voir à tout prix. Il y avait 15 jours que Laurent ne pouvait approcher de Thérèse. Alors il sentit combien cette femme lui était devenue nécessaire. L'habitude de la volupté lui avait créé des appétits nouveaux, d'une exigence aiguë. Il n'éprouvait plus aucun malaise dans les embrassements de sa maîtresse. Il quêtait ces embrassements avec une obstination d'animal affamé. Une passion de sang avait couvé dans ses muscles. Maintenant qu'on lui retirait son amante, cette passion éclatait avec une violence aveugle. Il aimait à la rage. Tout semblait inconscient dans cette florissante nature de brute. Il obéissait à des instincts. Il se laissait conduire par les volontés de son organisme. Il aurait ri aux éclats, 1 an auparavant, si on lui avait dit qu'il serait l'esclave d'une femme, au point de compromettre ses tranquillités. Le sourd travail des désirs s'était opéré en lui, à son insu, et avait fini par le jeter, pieds et poings liés aux caresses fauves de Thérèse. À cette heure, il redoutait d'oublier la prudence. Il n'osait venir le soir au passage du Pont-Neuf, craignant de commettre quelque folie. Il ne s'appartenait plus. Sa maîtresse, avec ses souplesses de chatte, ses flexibilités nerveuses, s'était glissée peu à peu dans chacune des fibres de son corps. Il avait besoin de cette femme pour vivre,
comme on a besoin de boire et de manger. Il aurait certainement fait une sottise s'il n'avait reçu une lettre de Thérèse qui lui recommandait de rester chez lui le lendemain. Son amante lui promettait de venir le trouver vers les 8 heures du soir. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.